Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va tenter de répondre à une question. C'est est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Bitcoin? Et vous allez voir, on va aborder cette question sous deux angles complètement différents. Un qu'on va traiter assez rapidement avec le graphique que vous avez actuellement à l'écran. Et un second qui va permettre de nous projeter beaucoup plus loin et pour lequel on aura beaucoup plus de données. Donc, comme d'habitude, je le précise, je ne suis pas conseiller financier ou quoi que ce soit. Donc, cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. C'est juste une analyse de données faite de ma part. Et on va vraiment regarder des données qui sont concrètes, qui sont factuelles. Et en fait, comme vous le savez, je le répète suffisamment régulièrement, je pense qu'il n'y a aucune vérité absolue. Ce sera toujours à vous de faire vos propres recherches. Et en fait, dans cette vidéo, moi, je vais pas répondre à la question pour vous, en fait. Je vais juste vous amener des éléments qui vont vous permettre de pouvoir vous poser, vous, les bonnes questions et de pouvoir y répondre par vous-même. Est-ce que c'est trop tard pour vous d'acheter du Bitcoin ou pas? Donc, comme je vous ai dit, on va l'aborder sous deux angles différents, cette question. Et en fait, tout simplement, les deux angles, ça va être est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut jouer les cycles des crypto-monnaies ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut simplement faire, par exemple, du DCA tous les mois et voir pour dans 10, 15, 20 ans ce qui va se passer. Et là, effectivement, les deux choses ne sont pas du tout équivalentes entre elles, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez jouer les cycles, pour moi, on n'est pas spécialement dans un bon moment pour commencer à acheter du Bitcoin, puisque on est l'année post-halving, qui est donc historiquement l'année où on fait le plus de gains sur le marché des crypto-monnaies. Depuis son précédent plus bas, le Bitcoin a déjà fait un x6. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans une période où on devrait vendre plutôt qu'acheter. Il est quand même passé d'à peu près 15 000 $ à quasiment 125 000 $. Donc aujourd'hui, pour moi, pour quelqu'un qui veut jouer les cycles, il vaut mieux peut-être attendre quelques mois, voire même un an, voir où le Bitcoin se trouvera à ce moment-là, parce qu'il est très probable, je pense, en tout cas, que lorsqu'il y aura la correction qui doit arriver, il repasse peut-être en dessous des 100 000 et peut-être même bien plus bas. Encore une fois, je peux me tromper. Bien évidemment, je ne vois pas l'avenir. Et donc, c'est mon avis à moi. Mais pour quelqu'un qui joue les cycles, c'est pas spécialement le bon moment, pour moi en tout cas, pour commencer à acquérir du Bitcoin. Par contre, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se pencher maintenant, pour quelqu'un qui s'en fout de jouer les cycles et qui veut juste acheter du Bitcoin pour dans 10, 15, 20, 30 ans, là, vous allez voir qu'on va prendre beaucoup plus de temps pour répondre à cette question et c'est à ça qu'on va consacrer en fait le reste de cette vidéo, c'est à répondre à cette question. Et je vous retrouve d'ailleurs tout de suite après sur un autre article pour parler de tout ça. Donc, je vous retrouve sur le site CoinGecko et comme je vous ai dit, l'objectif de cette vidéo, ça va être ensemble de voir une succession de données concernant le Bitcoin et de voir après, avec tous ces éléments empilés, de pouvoir vous faire votre propre idée par rapport à cette question. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour acheter du Bitcoin ou pas? Alors déjà, je voulais commencer à dire que c'est une question qui est quand même légitime à se poser, puisque là, on voit quand même que sur CoinGecko, on a d'historique jusqu'à septembre 2013, où le Bitcoin à l'époque valait 100 $. Il faut savoir que quand il est sorti en 2009-2010, pour faire très simple, c'est quelque chose qui n'avait même pas de prix. Mais si on se base ne serait-ce que sur l'info qu'on a là pour 2013, où il était à peu près à 100 $, on voit que c'est un actif qui a déjà fait quand même x 1000. Donc effectivement, c'est quand même légitime de se poser la question, est-ce qu'il est encore temps d'acheter un actif qui a déjà fait x 1000? Et c'est vraiment une question qui est totalement légitime et c'est ce à quoi on va tenter de répondre dans la suite de cette vidéo. Donc, une autre chose importante que je voulais vous montrer sur cette page, c'est les informations qu'on a ici. Donc ici, vous voyez, l'offre maximale de Bitcoin, c'est 21 millions. Donc vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, sauf catastrophe ou événement majeur, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Normalement, le dernier Bitcoin est prévu pour être miné en l'an 2140, avec tous les épisodes de halving à peu près, par là. Et aujourd'hui, en septembre 2025, quand je tourne cette vidéo, on a déjà 19 916 540 Bitcoins qui sont émis. Autrement dit, il reste à peine un peu plus d'1 million de Bitcoins à mettre en circulation sur les 100 prochaines années, pour faire très simple.
qui veut dire qu'en fait, Bitcoin va vraiment être de plus en plus rare. Et comme vous le savez comme moi, c'est la loi du marché qui fixe le prix. Et cette loi du marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, quand il y a plus de demandes que d'offres, le prix monte. Quand il y a plus d'offres que de demandes, le prix baisse. Donc, selon vous, on va regarder encore d'autres données dans cette vidéo. D'après vous, est-ce que, par rapport déjà à ce qu'on voit là maintenant, d'après vous, est-ce que Bitcoin a plus de potentiel de pouvoir aller encore plus haut et voire bien plus haut que ce qu'il est aujourd'hui ou pas? Encore une fois, à vous de répondre à cette question. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, donc la circulating supply du Bitcoin qui est de 19 et quelques millions, quasiment 20, et qui normalement ne dépassera jamais les 21 millions, ça c'est la circulating totale. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a un certain nombre de Bitcoins qui sont perdus à tout jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont été minés à l'époque et que les gens ont perdu leurs accès, que ce soit parce que leur matériel a cassé ou parce qu'ils l'ont perdu ou parce qu'ils ont tout simplement perdu leur clé d'accès, etc. Et donc, on estime potentiellement que ces bitcoins ne pourront jamais être récupérés. À savoir que tous les chiffres qu'on a ne sont que des probabilités, puisqu'en fait, on s'est rendu compte encore cette année qu'il y avait des vieilles adresses qui n'avaient pas bougé depuis l'ère de Satoshi Nakamoto, donc 2010-2011, qui se sont réveillées avec des bitcoins présents sur ces vieilles adresses qu'on considérait comme perdus, qui finalement ont bougé. Donc ça reste qu'une estimation, mais comme vous le voyez à l'article qui est à l'écran, bien évidemment, vous aurez tous les liens en description, j'ai oublié de le préciser, mais c'est à chaque fois pareil, je pense que vous avez l'habitude. Aujourd'hui, donc le nombre exact de bitcoins irrémédiablement perdus est inconnu, mais des estimations récentes suggèrent qu'environ 20% de l'offre totale de Bitcoin serait inaccessible. Avec un stock actuel de 19,8 millions de Bitcoin en circulation, cela signifie que près de 4 millions de Bitcoin pourraient être définitivement perdus. Ce chiffre de 4 millions, c'est celui qui ressort vraiment le plus, ce qui veut dire que, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on avait dit qu'il y aurait 21 millions de Bitcoin au maximum. En réalité, s'il y en a vraiment 4 millions qui sont perdus définitivement, ça veut dire qu'il n'y aura que 17 millions de Bitcoin au maximum en circulation, sans compter ceux qui vont encore être perdus dans le futur, parce que ça va continuer d'arriver. Des gens qui vont faire de la self-custody, qui vont perdre leurs accès, ça va continuer d'arriver. Mais partons sur le principe que donc on aura à peu près donc 17 millions de Bitcoin en circulation au maximum. Là, je vous retrouve sur un nouvel article de worldpopulationreview.com pour lequel vous aurez le lien en description, sur le nombre de millionnaires qu'il y a dans le monde entier. Donc déjà, première phrase, on voit, saviez-vous qu'il y a plus de 24 millions de millionnaires aux États-Unis? 24 millions rien qu'aux États-Unis. C'est déjà plus que le nombre de bitcoins qu'il n'y aura jamais. Même si on oublie ceux qui sont perdus. Et donc, on estime que dans le monde entier, on compte environ 58 millions de millionnaires. 1,5% de la population adulte mondiale. Ce qui veut dire qu'il n'y a déjà pas suffisamment de bitcoin pour que chaque millionnaire présent sur Terre en possède au moins un. C'est ça que ça veut dire. Ne serait-ce que 24 millions, il y en a déjà trop. Donc 58 millions, ça en fait même pas un demi par millionnaire. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais vous donner. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de particuliers qui achètent du Bitcoin et qui achètent des crypto-monnaies de manière générale. Mais on a d'autres acteurs qui s'y sont mis et qui s'y sont mis très fort. Ce sont les acteurs institutionnels. Donc, vous avez à l'écran le site bitcointreasury.net qui recense toutes les entreprises qui achètent du Bitcoin pour les mettre en trésorerie. Donc, comme vous voyez, vous avez par exemple en numéro 1 l'entreprise MicroStrategy qui possède déjà 636 505 Bitcoins. Et jusqu'à la 12e entreprise, vous avez déjà 12 entreprises dans le monde qui possèdent plus de 10 000 Bitcoins chacun. Ça veut dire qu'en plus des particuliers, aujourd'hui, vous avez des personnes morales qui achètent du Bitcoin à tour de bras, en sachant qu'il n'y en avait déjà pas assez, ne serait-ce que pour les millionnaires. En plus de ça, en plus des entreprises, vous avez aujourd'hui des pays qui achètent du Bitcoin. Vous avez le Bhoutan qui achète du Bitcoin, vous avez le Salvador qui achète du Bitcoin. Alors, ce sont des petits pays, on est d'accord. Aujourd'hui, vous avez de beaucoup plus gros pays comme les États-Unis notamment, qui ont décidé de ne plus revendre les bitcoins qu'ils auraient saisis dans des affaires criminelles.
Ils n'ont pas encore pris la décision de allouer une certaine partie de leurs actifs pour acheter du Bitcoin. Mais moi, je pense que c'est plus qu'une question de temps. Et je peux vous dire que le jour où ça va arriver, ça va être quand même quelque chose d'assez violent. Parce que quand les États-Unis vont lancer le mouvement, je peux vous dire que vous allez avoir énormément d'autres gros pays, d'Union européenne, du Canada, enfin voilà, tous les pays dits développés qui vont suivre le mouvement. Et encore une fois, il n'y en a pas assez pour les millionnaires. Et si en plus de ça, vous rajoutez la pression acheteuse des entreprises et des États, on va avoir une demande qui va être exponentielle, selon moi. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de voir où en est l'adoption des crypto-monnaies et du Bitcoin de manière générale dans sa courbe d'adoption. Chaque technologie, chaque nouveauté qui a été créée, que ce soit la voiture, l'électricité, le smartphone, les réseaux sociaux, ce que vous voulez, on suit une courbe d'adoption et on va essayer de voir où on en est dans la courbe d'adoption des crypto-monnaies et on le verra encore plus en détail dans les prochains articles que je vais vous présenter, mais on va commencer par celui-ci. Donc déjà, sur ce site Crypto News, on nous dit que l'adoption des crypto-monnaies dépasse celle des autres technologies et croît plus vite qu'Internet. Donc déjà, ça vous donne une idée. Alors, on estime que de toute façon, chaque nouvelle technologie qui repose déjà sur une technologie existante, effectivement, elle croît plus vite. Par exemple, quand on a lancé Internet, il y avait tout à créer. Il fallait mettre les câbles, il fallait brancher chez les habitants, etc. Par contre, quand on a lancé les réseaux sociaux qui, eux, reposaient sur Internet, si vous voulez, les gens avaient déjà Internet chez eux. Donc, les réseaux sociaux ont eu une courbe d'adoption beaucoup plus rapide que ce qu'Internet n'a eu, puisqu'il n'y avait pas de réseau tout simplement à créer, etc., comme il y a eu à le faire avec Internet. Et donc, pour les crypto-monnaies, c'est un petit peu la même chose. Donc, les recherches menées par Galaxy indiquent que l'adoption des crypto-monnaies dépasse celle d'Internet à ses débuts, en particulier à partir des années 2020. Il y a aujourd'hui plus de 580 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde, avec des projections suggérant une augmentation à 8% de la population mondiale d'ici 2025. L'intérêt institutionnel, notamment l'achat d'ETF Bitcoin par des fonds majeurs, stimule considérablement l'adoption des cryptos, et les options basées sur les ETF Bitcoin Spot en attendant de nouvelles approbations réglementaires pourraient susciter une nouvelle vague d'intérêt institutionnel. Encore une fois, je vous laisserai l'article en description, on va pas s'attarder plus que ça sur celui-ci, c'était juste ces 2-3 éléments que je voulais vous présenter, et on va passer sur un article que je trouve beaucoup plus intéressant, sur lequel on va passer un petit peu plus de temps. Et donc cet article, c'est celui-ci, qui est donc un article de Cointelegraph, encore une fois, vous aurez le lien en description, qui nous dit qu'au 9 mars 2025, seulement 4% de la population mondiale détient des bitcoins en 2025. 4% de la population mondiale. Malgré la popularité croissante du bitcoin, le nombre de personnes qui en possèdent dans le monde est minuscule, ce qui laisse beaucoup de place à la croissance. C'est pas moi qui le dis. Donc seulement 4% de la population mondiale détient actuellement du Bitcoin, la plus forte concentration de propriétés se trouvant aux États-Unis où environ 14% des individus possèdent du BTC. Selon un rapport de recherche de River, et vous aurez accès au rapport, je vous invite pour ceux qui sont curieux à vraiment aller le consulter parce qu'il est super bien fait, il est récent et il est vraiment intéressant. Vous pourrez le consulter. Donc, c'est une société de services financiers Bitcoin. L'Amérique du Nord reste le continent avec le taux d'adoption le plus élevé parmi les particuliers et les institutions, tandis que l'Afrique est actuellement le plus bas avec seulement 1,6%. Globalement, l'adoption du BTC a tendance à être plus élevée dans les régions développées que dans les régions en développement. Et River estime que le BTC n'a atteint que 3% de son potentiel d'adoption maximale, ce qui indique que la monnaie numérique n'en est qu'au premier stade de son adoption mondiale. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est une société, River, après un rapport de recherche que vous pourrez consulter. Donc, pour vous donner une idée, le chemin d'adoption de Bitcoin, aujourd'hui, 3% d'adoption, c'est Bitcoin en 2025. Ça correspond à l'adoption des banques en ligne en 1996, à l'adoption des réseaux sociaux en 2005, je vous laisse imaginer ce qu'était Facebook en 2005, et à l'adoption d'Internet en 1990. Je peux vous dire que même en France, en 1990, il y avait, je pense, beaucoup, mais alors beaucoup plus de Minitel dans les foyers français que d'ordinateurs. Et je peux vous le dire. Donc voilà, avec ces données, encore une fois, d'après vous, est-ce que Bitcoin a encore un fort potentiel de croissance ou pas? À vous de répondre à cette question, encore une fois. Je vous laisserai lire la suite de l'article pour ceux qui sont curieux. Vous verrez, il y a des choses assez intéressantes. Et vraiment, si vous voulez lire l'étude
le lien, vous y avez accès juste ici, hein, le rapport. Faudra pas vous priver, je vous le trouve vraiment intéressant. Donc si vous êtes un peu curieux, n'hésitez vraiment pas à aller le consulter. Je voulais juste vous montrer aussi du coup une image qui est issue de ce rapport. Donc ici, vous avez en vert le nombre de comptes PayPal dans le monde entier. Ça, c'est le nombre de personnes qui possèdent des cryptos. Pardon, je vais y arriver. Ensuite, vous avez le nombre de cartes Visa, le nombre de cartes Mastercard, qui sont les deux lignes ici en dessous, et le nombre de Amex, donc American Express Card Holders, qui est donc ici. Et donc, pour vous donner une idée, là, en 2023, du coup, parce que ça, les données ne vont pas plus loin, on voit que le nombre de détenteurs de crypto a dépassé le nombre de détenteurs de comptes PayPal. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, hein. On a à peu près 502 millions de personnes qui détiendraient de la crypto. Et donc, le nombre de comptes PayPal est juste en dessous. Donc, vous voyez, on a déjà dépassé le nombre de comptes PayPal, ce que je trouve quand même assez incroyable, hein, comme données. En sachant aussi que je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour les 502 millions de personnes qui posséderaient de la crypto. Parce que si c'est sur le nombre d'adresses actives ou des choses comme ça, c'est un nombre qui pour moi est faussé à la hausse, puisque c'est pas parce que vous êtes qu'une seule personne que vous ne pouvez pas détenir plusieurs adresses, plusieurs wallets. Et donc, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés réellement là-dessus, mais peut-être même que ce nombre-là est peut-être un peu trop élevé par rapport à la réalité. Et donc, ça voudrait dire, par conséquent, qu'on est peut-être encore même à moins de 3% d'adoption sur BTC par rapport à ce qu'ils disent dans le rapport. Donc, on a encore plus de potentiel devant nous. Et enfin, du coup, il y a une dernière infographie que je voulais vous montrer, que j'ai trouvée donc sur un forum Reddit. C'est la courbe d'adoption des différentes technologies. Donc, vous voyez ici, vous avez les gazinières électriques, le courant électrique, la radio, le frigo, la voiture, la télé en couleur, Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, les tablettes. Et vous avez ici Bitcoin. Voilà. Donc vous voyez toutes ces courbes d'adoption qui ont explosé à la hausse jusqu'à 100%, jusqu'à plafonner. Bitcoin aujourd'hui est juste là. Donc voilà. Tout ça, ce que je viens de vous présenter là aujourd'hui, ce sont des données factuelles, vérifiables. Vous pouvez tout aller vérifier, hein. Vous avez tous les liens en description de où j'ai pris les sources, etc. Donc vous pouvez vraiment aller tout double-checker, triple-checker. Et vraiment, je vous invite à le faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même pour faire des recherches. Mais voilà, moi je vous ai donné des éléments aujourd'hui. C'était vraiment l'objectif de ma vidéo, c'était vraiment de vous donner des éléments. Et pas de vous donner des réponses, mais de vous donner des éléments et de quoi réfléchir. Et maintenant, c'est vraiment à vous de répondre à cette question. Et d'ailleurs, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore énormément de potentiel à venir sur le Bitcoin dans les prochaines années? Ou est-ce que vous pensez que non, c'est vraiment trop tard et c'était il y a 10 ans qu'il fallait en acheter, maintenant le train est passé et c'est fini, quoi. À vous de répondre à cette question. Bien évidemment, et je tenais quand même à le préciser, on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan ou d'une catastrophe qui peut se passer. Effectivement, le réseau Bitcoin demain peut se faire hacker, la blockchain peut se faire craquer complètement et le Bitcoin redescendra à zéro instantanément quasiment. Puisque aujourd'hui, ce qui fait sa force, c'est vraiment cette sécurité, même si le réseau a déjà été malmené plusieurs fois. Donc, on n'est pas à l'abri, il n'y a aucune certitude de quoi que ce soit sur l'avenir. Mais en attendant, si tout se poursuit comme ça s'est passé sur les 10-15 dernières années, voilà comment ça devrait pouvoir se passer. Voilà quels éléments on a aujourd'hui pour se projeter sur l'avenir si tout continue à se passer comme ça s'est passé jusqu'à maintenant. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce type de contenu, je le dis vraiment régulièrement, mais vraiment n'hésitez pas à partager des vidéos pour qu'un maximum de monde puisse les voir. Je pense que j'essaye vraiment de me donner dans ces vidéos et je pense que ça pourrait vraiment être utile à pas mal de monde de tomber sur du contenu comme celui que je produis pour vraiment s'intéresser aux finances personnelles et monter en compétences là-dessus et vraiment pouvoir se construire un patrimoine. N'hésitez pas également à liker, à commenter, à partager la vidéo. Vous avez mes 2 liens en description. Le premier lien, c'est pour télécharger l'outil DiversiScore qui va vous permettre d'avoir une synthèse de votre patrimoine, de savoir comment vous êtes diversifié, si vous êtes suffisamment diversifié ou pas, d'avoir des recommandations d'investissement sur certaines classes d'actifs qui seront donc le plus inversement corrélées par rapport à votre portefeuille actuel. Et vous avez également donc une matrice de corrélation pour que vous puissiez voir d'un seul coup d'œil
quelle classe d'actifs réagit de manière inversement proportionnelle ou de manière complètement proportionnelle par rapport à d'autres classes d'actifs. Et enfin, si vous hésitez à vous lancer dans la crypto, que vous n'avez encore pas acheté vos premières cryptos, que ça vous paraît compliqué, que vous ne savez pas comment faire, vous avez mon guide où je vous montre étape par étape, capture d'écran à l'appui, comment acheter vos premières crypto-monnaies de manière centralisée ou décentralisée. Et donc, vous avez vraiment juste à vous laisser guider, à suivre les étapes. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, en tout cas, je vous invite vraiment à le faire et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!